Il faut fouiller dans les réserves de la Bibliothèque nationale universitaire, dans les rayonnages des archives municipales ou départementales pour trouver des preuves de cette histoire. Décisions du conseil municipal, billets transmis aux corporations de métiers, récits de voyage, chroniques, les sources sont multiples, mais toutes convergent. Une femme s'est mise à danser dans les rues de Strasbourg le 14 juillet 1518. Il y a 500 ans, c'est vrai qu'il s'est passé ici à Strasbourg quelque chose d'assez extraordinaire dont on trouve trace dans ce registre. Anno 1518 jaar, 8 Tag vor Sankt Maria Magdalena Tag. En l'an 1518, 8 jours avant la Sainte Marie-Madeleine, une femme se mit à danser la danse de Saint-Guy. La danse dura bien 6 jours. Alors le magistrat la fit conduire à Saint-Guy près de Saverne. Là, elle se calma. Pendant qu'elle était encore en route, d'autres se mirent à danser au Herrenstall, rue du Finkville. Si bien qu'en 4 jours environ, 34 hommes et femmes dansaient. En un mois, ils furent plus de 200 à danser. On est effectivement face à un mystère. Un mystère qui accumule les preuves écrites. On sait qu'une femme s'est mise à danser. On sait que d'autres personnes l'ont rejointe. On a les billets rédigés par le conseil municipal pour interdire la danse dans les espaces publics et demander à chaque corporation de veiller sur ses membres sous peine d'amende. On sait donc que derrière les façades de ces bâtiments qui abritaient les corporations des tanneurs ou des charpentiers s'agitaient compulsivement des danseurs fous durant l'été 1518. L'été 1518. Comment dansait-on dans ces années-là ? C'est en effet ce genre de danse que l'on aurait pu danser à Strasbourg en 1518. C'est une haute danse. Autrement dit, c'est une musique qui est relativement rapide, qui est jouée de manière enjouée. Et c'est vrai que là, on a utilisé un tempo de piva. Et le tempo de piva est le tempo qui était utilisé par les paysans à cette époque pour jouer leur musique et faire leur danse. Nous, on va se mettre de ce côté peut-être, et vous de ce côté, d'accord ? Pensez à être les plus belles et à sourire. Ah, attendez, à l'époque, vous êtes bonne à marier, hein, c'est le moment où on trouve un fiancé, donc il faut être belle. Hein. Sinon, vous allez avoir un vieux crouton. Il faudra payer bien cher, mais ça ne sera pas tout à fait ce que vous auriez voulu, quoi. Les fêtes s'enchaînent les unes après les autres. Si on regarde toutes les fêtes qui existent donc, au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, il y en a énormément. Et chaque fois qu'il y a une fête, en fait, on danse. Alors, on danse sur la place du village, on danse là, partout, on a un petit peu d'espace pour bouger. Donc, ça peut être autour d'un arbre. Ça peut être dans l'église parce que il pleut et qu'on n'a pas d'autre endroit où se mettre. Alors là, le curé râle un petit peu parce que il n'a pas prévu. Mais on le fait quand même. On danse dans les champs quand on a fini de travailler. Tout le monde danse en fait. Au niveau du peuple, c'est vraiment quelque chose que l'on fait sans arrêt, sans arrêt. Nous sommes donc au XVIe siècle dans un monde festif. Strasbourg est un carrefour européen qui voit défiler les modes au rythme des allées et venues des colporteurs. Strasbourg est une ville riche qui prête de l'argent au roi de France, une ville marchande qui stocke des réserves de blé pour les disettes, une ville dont la cathédrale sera le plus haut bâtiment de l'Occident jusqu'au XIXe siècle. C'est dans ce monde que cette épidémie s'est répandue. Vite, on s'affole et on convoque les premiers danseurs pour les interroger. Pris par la danse, ils ne peuvent pas se présenter, mais ce sont leurs accompagnants qui répondent à leur place. Alors on a la chance d'avoir effectivement le cas de 5 personnes, le détail où les parents proches, que ce soit les parents ou un conjoint, racontent ce qui s'est passé avec la personne qui s'est mise à danser.
c'est tout simplement un compte-rendu de ce qui s'est passé d'audience au niveau donc, du magistrat de la ville de Strasbourg. Donc le premier, c'est celui d'un instituteur qui habitait derrière la place Kléber, derrière les franciscains. Balthasar Burkauer, der Lehrmeister. Balthasar Burkauer, maître d'école résidant derrière les franciscains, a été convoqué et on l'a interrogé à ce sujet. Il dit que son fils Bernhard a regardé les danseurs et a commencé à danser ce matin, alors qu'il devait le seconder pour faire classe aux enfants. Il l'a calmé jusqu'après midi. Après 14 heures, il a voulu aller danser. Le journalier Anton Esslinger, le mari d'Apollonia, qui participe à la danse à la Corporation des Charpentiers, a été interrogé. Il déclare qu'il revenait de la moisson quand il a trouvé sa femme en train de sauter chez eux. Il lui a demandé à 3 reprises comment elle se sentait. Puis, quand les pauvres gens sont arrivés avec une cornemuse, elle s'est levée et les a suivis. C'est quand même des cas précis. D'abord, ce sont des cas qui sont datés des événements. Ce n'est pas des choses qui ont été écrites un siècle après. C'est vraiment des archives de 1518 au moment même des faits. Et là, chacun raconte donc son expérience qu'il a vécue avec un enfant ou avec un conjoint qui est atteint de ce mal. C'est des choses qui nous permettent de vivre en quelque sorte la scène sur le vif. Le conseil municipal, composé d'artisans, de nobles et de riches marchands, gouvernait la ville dans cet imposant bâtiment. C'était à eux qu'incombait le maintien de l'ordre, si important pour que les affaires puissent prospérer. En pleine crise d'épidémie de danse, derrière ces fenêtres, les débats vont être passionnés. Et pour trancher, on convoque des médecins. Ils rendent leur diagnostic. Dans les traces qu'on a dans les archives à ce sujet, il est clairement question d'une maladie inhabituelle, der ungewöhnlichen Krankheit Alp, so jetzt angefallen ist, donc maladie qui vient de se déclarer. Et les médecins sont formels, cette maladie est due à une conjonction astrale et à la chaleur du moment, qu'ils traduisent par l'échauffement du sang, puisqu'elle se déclare au mois de juillet. Pour les médecins, il s'agit d'une maladie naturelle qui provient de l'échauffement du sang, mais les pauvres gens souhaitaient qu'on dise des messes pour eux. Le conseil s'est adressé au vicaire épiscopal qui a répondu « Cela lui semble inutile, puisque les médecins pensent qu'il s'agit d'une maladie naturelle, qu'on essaie des remèdes naturels. Mais pour faire quelque chose, dans le sens pour qu'on ne puisse pas lui reprocher de ne rien faire, il va s'adresser à tous les prédicateurs et leur ordonner qu'en chair, ils appellent à prier et implorer Dieu pour qu'il envoie sa grâce et sa miséricorde. » Finalement, ce qui nous semble un petit peu surprenant, c'est que ce soit le conseil, donc le côté laïque, qui prend des mesures d'ordre religieux et qu'on en reste finalement à une théorie d'une maladie naturelle. On ne va pas chercher là derrière le diable ou un quelconque effet de sorcellerie. 5 siècles ont passé, riches de découvertes, qui nous permettent de mieux comprendre les épidémies. Pour expliquer cette notion d'épidémie, il faut bien imaginer un processus qui se propage. Et le processus qui se propage, l'explication la plus simple, qui n'est pas simpliste, c'est un germe, une bactérie, un virus. On a une épidémie de rougeole, on a une épidémie de varicelle, on a des épidémies autrefois de variole, etc. Donc là, c'était l'agent qui circulait et qui se transmettait de personne en personne. Sauf qu'aujourd'hui, la médecine ne connaît pas de bactéries ou de virus qui puissent contaminer des personnes et les faire danser. Une autre possibilité serait celle d'une intoxication alimentaire. C'est la thèse développée en 1945 par Louis Beckmann, un chercheur suédois qui pense ainsi avoir résolu l'énigme de 1518. Le coupable serait l'ergot de seigle, un champignon qui pousse quand cette céréale est humide
et dont les effets peuvent entraîner des mouvements incontrôlés. Quand on prend les données connues maintenant sur la contamination par l'ergot de seigle, il y a un certain nombre de signes qui sont décrits. C'est des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. Or, dans les textes que l'on voit, qui rapportent les faits de 1518, vous n'avez pas la description des phénomènes digestifs, vous n'avez pas les phénomènes neurologiques qui suivent classiquement. Donc on n'est pas dans cet ergotisme aigu. Donc, rattacher ces danses épidémiques, quand même, un phénomène lié à une intoxication, je crois qu'on peut l'écarter. Je pense que c'est non pas lié à un phénomène somatique d'intoxication, mais c'est plus un problème neurologique et plus encore psychiatrique. Psychiatrique, utilisons le terme hystérie, pourquoi pas. À Paris, c'est à la Pitié-Salpêtrière que Charcot a commencé à étudier l'hystérie. Mais nous, c'est à l'Institut de France, siège de l'Académie française, que nous amène Yves-Marie Bercé, historien et académicien qui s'est passionné pour l'hystérie collective. Le mot hystérie apparaît dans la médecine antique où, très tôt, les médecins ont distingué l'hystérie comme une maladie d'abord de la sexualité féminine, puis un désordre nerveux qui produit ces transes, ces convulsions, toute forme de gesticulation qui ne peuvent pas être simulées, qui sont véritablement un malaise incoercible. Le terme d'hystérie collective suggère qu'il y a une contagiosité de phénomènes psychosomatiques. Le malaise d'un va être communiqué, transféré, imité par plusieurs autres. Je crois que l'épisode qui survient à Strasbourg en 1518 de danse collective, compulsive, ressemble beaucoup aux accès d'hystérie collective parce que on peut suivre exactement sa propagation, son expansion, à partir d'un cas index unique à quelques dizaines, puis au maximum, semble-t-il, environ 200 au cours de l'été. C'est là le type même de la contagion. En fait, les cas d'hystérie collective traversent l'histoire, traversent les civilisations, donc des circonstances politiques, sociales, économiques, religieuses, extrêmement différentes. En 1518, on ne convoque pas l'hystérie collective, on parle d'humeur. Il y en a 4, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. Un déséquilibre mineur entraîne des sautes d'humeur. Un déséquilibre majeur menace la santé. À Strasbourg, le sang est chaud et il faut réguler cette humeur. Quel traitement est alors proposé ? Quelle réponse est apportée par les magistrats ? Le magistrat prend la décision d'accompagner en quelque sorte ces gens qui dansent. Et pour cela, comme nous le dit la chronique de Hieronymus Gebwiller, on avait engagé des compagnons, des hommes robustes qui se relayaient, car ils n'y résistaient pas. N'était-ce pas là une grande punition de Dieu et un rappel à l'ordre que cette maladie contagieuse que beaucoup ont contractée rien qu'en regardant d'autres danser, si bien que le conseil leur a assigné 2 poils, donc les poils de corporation où se réunissaient, et payé des compagnons qui dansaient jour et nuit avec les pauvres gens. Donc, il y a encore une recommandation en ce qui concerne la musique. Ce petit billet là qui nous est parvenu, certains instruments de musique vont donc être prohibés, comme les timbales, les fifres, les tambours. Par contre, on pourra leur jouer avec des instruments à cordes comme le violon et le luth ou des orgues positifs. Ça, c'est autorisé, mais pas les instruments qu'on soupçonne sans doute de déclencher la maladie ou d'être susceptibles de la déclencher.
Cette interdiction de hauts instruments à Strasbourg pour cette époque-là est liée au fait que dès que l'on a un problème, que ce soit un temps de peste, que ce soit comme là une épidémie, il y a des édits qui disent on ne doit pas danser de haute danse parce que ça échauffe la bile, ça échauffe les personnes et du coup il y a les petites gouttes de sueur qui risquent de sauter d'un danseur à l'autre et si un est malade, l'autre risque d'attraper la maladie. Donc on devra danser que des danses planes ou basses danses. La basse danse, ce sont des mouvements glissés, donc bas, voilà. Et la haute danse, tout simplement parce que ce sont des mouvements sautés. Donc, d'où le terme de haut et bas. La vision de l'Église par rapport à la danse, c'est danse comme David et pas comme Salomé. C'est-à-dire que la danse ordonnée, la danse des anges, ça va être permis. La danse débridée, des paysans qui vont faire un peu n'importe quoi, ça va être toujours mal perçu par l'Église, mais aussi par certains nobles qui vont dire, nous, on a une belle manière de danser, une manière ordonnée, une manière qui est très travaillée, et ça, c'est la belle danse. Donc que ce soit l'Église ou que ce soit on va dire la classe noble de l'époque, la basse danse, c'est la danse, la belle danse, et le reste, c'est la haute danse, c'est moins important. En 1493, Albrecht Dürer représente des couples dansant qui chutent dans une rivière en châtiment de leur attitude irrespectueuse lors de la fête Dieu. Les danses, si elles n'étaient pas exécutées correctement, pouvaient ainsi mener à la malédiction. 500 ans avant les événements de Strasbourg, en 1018, est née une légende fondatrice de ce qu'on nommera plus tard les épidémies de danse. À Kölbigk, au sud de Berlin, des jeunes gens ont préféré danser dans le cimetière plutôt que d'aller à l'église. Le prêtre, offusqué, leur ordonne de participer à la messe. Mais, comme ils refusent de le suivre, il les maudit. Et comme châtiment, il les condamne à danser sans s'arrêter pendant 1 année. Cette histoire a été de nombreuses fois relatée à partir du XIIIe siècle, dans des légendes et des chroniques, et même localisée en divers endroits. Elle a souvent été utilisée par les prédicateurs dans les églises, afin d'illustrer les soi-disant dangers de la danse. Elle est ainsi devenue un modèle pour expliquer les phénomènes ultérieurs de manie dansante. Im Rheinland gibt es seit dem frühen 14. Jahrhundert Dans le bassin rhénan, on trouve à partir du XIVe siècle plus de récits de gens qui dansent ensemble dans les églises, dans les cimetières ou dans les rues, et qui manifestement rattachent cette danse avec l'idée qu'ils doivent danser, qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et qu'ils dansent involontairement. Strasbourg, en 1518, est donc simplement un événement dans une longue liste de récits sur la danse involontaire. Alors, quelles auraient pu être les croyances des participants lorsqu'ils s'adonnaient à ces danses? L'idée sous-jacente date de l'Antiquité. Le monde entier est pris dans une éternelle ronde cosmique harmonieuse autour de Dieu. Et quand les hommes veulent entrer en contact avec Dieu, ils peuvent ou doivent entrer dans cette ronde. Quand on danse involontairement, quand on danse de manière non pas harmonieuse, mais disharmonieuse ou maladive, cela montre que l'on a perdu la connexion avec Dieu. Je pense que cet état d'éloignement de Dieu prend forme dans ces phénomènes de manie dansante. Strasbourg n'était donc pas un phénomène isolé. Les épidémies de danse ont traversé le Moyen-Âge où des hordes de danseurs fous parcourent les campagnes, recrutant des adeptes de ville en ville. Dans ce tableau, Bruegel décrit en 1564 une procession à Molenbeek de gens possédés par la danse. Une des explications plausibles du conte du joueur de flûte de Hamelin, celui qui entraîne les enfants au son de son instrument, serait une épidémie de danse.
nom est donné à cette maladie, la danse de Saint-Vit ou danse de Saint-Guy. Ce groupe de statues se trouve dans une chapelle qui est consacrée au culte de Saint-Guy depuis au moins le XIIIe siècle. La vie de Saint-Guy est marquée par de multiples exploits, dont celui qu'on peut admirer dans ce groupe de statues où le saint est soumis à une épreuve qui consiste à devoir survivre à l'intérieur d'un chaudron rempli de poids et chauffé par le bas. Cet événement fait de Saint-Guy le saint des incurables. On se tourne vers Saint-Guy et vers les chapelles ou les églises consacrées à Saint-Guy, dans tous les cas où la médecine officielle est incapable d'apporter une solution, comme dans les cas de stérilité, dans les cas de maladie mentale, dans les cas de chorée, de maladie entraînant une agitation permanente du corps, irréfrénable, qui mène à l'épuisement. Bon, il y avait au moins deux manières d'interpréter, de comprendre la maladie de Saint-Guy. Une façon populaire qui attribuait la maladie de Saint-Guy à Saint-Guy lui-même, qui pouvait envoyer cette bougeotte, cette saltation à des impies, et le même Saint-Guy qui pouvait libérer le malade de sa maladie. Et puis l'autre façon d'interpréter cette maladie, plutôt naturaliste, je dirais, visait à ancrer la maladie dans le corps, dans les veines, dans le sang chaud, qui provoquait tout naturellement, je dirais, une agitation des membres. Face aux limites de la médecine, la religion offre une réponse et un réconfort. C'est finalement ce qui s'est passé à Strasbourg en 1518. Les danseurs et musiciens embauchés pour soigner le sang chaud des danseurs fous n'ont pas suffi. Il a fallu imaginer une autre réponse. Et cette réponse se trouvait à 40 km de Strasbourg, dans une petite chapelle perdue dans les Vosges. C'est donc ici même que s'achève le pèlerinage forcé des pauvres danseurs de Strasbourg. Ici même, c'est-à-dire au sommet de la montagne Saint-Vit, un des sommets des Vosges savernoises. Au XVIe siècle s'élevait ici une chapelle dont il ne reste qu'un mur, tout le reste s'étant écroulé. Une chapelle qui était donc spécialisée pour accueillir les pèlerinages des personnes qui souffraient de maladies soit nerveuses, soit d'affections gynécologiques. Et ce pèlerinage était relativement réputé dans l'ensemble de la région. Il n'est pas étonnant que le magistrat de Strasbourg ait décidé de faire venir, à travers la campagne du Korsberg, ces chariots de danseurs. Et donc nous sommes ici dans la partie souterraine du pèlerinage de Saint-Vit, cette fameuse grotte qui faisait partie de l'ensemble du pèlerinage, encore une fois. Un des textes des chroniques de Jacob von Königshofen nous éclaire à ce sujet. Instruction concernant les pauvres personnes qui dansaient, qu'on a envoyées chez Saint-Guy, Saint-Vit, le vendredi après la Sainte-Marie-Madeleine, donc fin juillet. Pour commencer, maintenir les malheureux dans les 3 groupes dans lesquels ils ont été répartis. Quand ils s'approcheront de Saverne, trouver 3 ou 4 prêtres qui chanteront chacun une grand-messe pour chaque groupe. Et à chaque fois qu'une messe aura été chantée pour un groupe, on devra mener les malheureux de ce groupe faire le tour de l'autel, et chaque malade devra donner un denier et un autre à la quête. Chaque groupe à son tour devra être mené autour de l'autel de cette manière. Quand les 3 grands-messes auront été dites, les prêtres seront payés correctement selon l'avis du doyen. Ce rituel impressionnant, quasiment de l'exorcisme, dans ce décor spectaculaire, a-t-il porté ses fruits? Quels sont les textes qui relatent la fin de l'épidémie? Les textes sont assez succincts. Il y a par exemple l'humaniste alsacien Jérôme Guebwiller qui indique tout simplement quand ils eurent fait leur pèlerinage et fini de danser, on les ramena à la maison et leur maladie disparut. Comme par miracle, bien entendu.
De la même manière, dans les annales de Sébastien Brandt, il est dit « Toutes ces personnes ont été prises en charge aux frais de la ville et envoyées chez Saint-Guy au Holmstein, près de Saverne, où la plupart d'entre elles a guéri. Il n'est pas impossible que les personnes atteintes d'affections nerveuses aient été impressionnées par le rituel qui était organisé autour d'elles et que notamment l'aspersion d'eau bénite, les messes, les ambulations autour de l'autel, autant de rituels qui devaient être impressionnants pour elles. Et ce choc nerveux a peut-être été pour eux le signal d'une guérison. Voilà donc Strasbourg qui retrouve son calme après 2 mois d'épidémie. On ne verra plus danser derrière ces murs de la corporation des charpentiers des danseurs fous que rien ne pouvait arrêter. Ils se sont arrêtés, certes, mais on n'en sait pas plus sur les réelles raisons de cette danse, qu'on a pu lire comme une hystérie collective ou une ronde cosmique perturbée. Si le mystère reste entier, ces malheureux sont-ils condamnés à s'agiter sans fin dans les limbes de l'enfer de la danse ? Un nouveau personnage entre en scène qui compte bien mettre un terme à cette décadence, Paracelse. Paracelse est un médecin iconoclaste qui finira sa vie d'errance à Salzbourg. Rebelle, exubérant, alcoolique, philosophe, chirurgien, il fera évoluer la médecine vers une approche moderne basée sur la biochimie et les expériences sur les corps. Dans notre histoire, il sera surtout le premier à venir à Strasbourg enquêter sur le phénomène, collectant des informations dans les tavernes où il avait l'habitude de boire. Toutes ces conclusions sont dans ce petit livre, édité à Strasbourg, qui fait trembler les mains de Lindsay Drury, chercheuse américaine. C'est le respect qui me fait trembler. Et dans ce livre se trouve peut-être le secret des danseurs fous. Paracelse a voyagé à Strasbourg après la danse de Saint-Guy qui s'y était déroulée en 1518. Il est arrivé au début des années 1520. Paracelse voulait distinguer la danse de Saint-Guy des saints et des lieux de pèlerinage. Donc il voulait que la médecine cesse d'associer le lieu de pèlerinage à un espace de guérison. Dans ce texte, il pense que la danse de Saint-Guy est liée à des veines du rire à l'intérieur du corps, dans lesquelles il y a une profonde force vitale. Ça devient très chaud et débordant d'énergie. Ça chatouille l'intérieur des veines. Ce chatouillement interne pousse la personne à y répondre en riant, en sautant et en bougeant. Il sépare la danse en différentes catégories. Il y a la chorea lasciva, sorte de danse lascive, liée à l'idée d'une personne au style de vie hédoniste. Et puis aussi la danse de style naturalis, qui est déclenchée par des causes naturelles. Et la chorea imaginativa, qui serait la danse causée par l'imagination. Il donne 2 sortes de remèdes pour cela. Aux personnes atteintes de chorea lasciva, il préconise de les enfermer dans un endroit calme et mélancolique, où elles pourraient se soigner grâce à leur tristesse et tranquillité. À mesure qu'elles vont mieux, il préconise de réintroduire peu à peu des éléments plus agréables, de meilleures conditions de vie. Pour la chorea naturalis, il fait une liste de médicaments que l'on peut prendre sous forme d'onguents ou de solutions à boire. À défaut d'avoir trouvé le bon traitement contre la danse de Saint-Guy, Paracelse aura le mérite d'avoir pointé dès la Renaissance la dimension psychologique de cette pathologie. Le rapport entre le corps et l'émotion ne peut laisser insensible Lindsay Drury, elle-même danseuse.
Il y a certaines choses qui sont vraiment constantes. Par exemple, il y a des sauts. C'est très courant dans les histoires sur les manies de la danse qu'il y ait des sauts et des roulades au sol, etc. J'imagine que ces danses ressemblent à n'importe quelle autre danse mystique. Un peu sauvage, constamment en mouvement, des corps se mouvant dans des postures très différentes. Mais il y aurait à la fois un sentiment de lâcher prise dans le corps et une présence, une sorte de joie, l'expression d'une totale perte de contrôle. Sincèrement, en tant que danseuse, l'état d'esprit que je lis ou que j'imagine chez un danseur de Senghi est un état d'esprit que tout danseur veut vivre. Dans la danse, il y a toujours cette question de savoir pourquoi on danse, et il faudrait trouver une raison à cela. La danse de Senghi est une toute autre facette de la danse. Une danse que l'on ne peut s'empêcher de faire. L'idée d'être si absorbé par une danse qu'on ne peut pas s'arrêter, qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour l'incarner. Je pense que ce serait un état vraiment intéressant à vivre. Et je pense que la danse de Senghi reste une sorte de conte rêvé pour les danseurs. Un conte qui leur donne l'impression que peut-être il fut un temps où cela pouvait arriver. Après avoir dansé dans ce cimetière, notre chercheuse américaine sera certainement maudite et condamnée à danser pendant 1 année comme les jeunes de Kölbik. Alors que Paracelse s'éteint en Autriche, à la même époque se répand dans le sud de l'Italie une pratique de danse convulsive proche de ce que pouvaient être les chorémanies. Et dans ce cas, l'explication est claire, du moins au XVIIe siècle. Il y a un coupable désigné. C'est une araignée qui niche dans les pierres et qui vient mordre les jeunes femmes. Possédées par son venin, elles doivent danser pour guérir, danser la tarentelle. Le tarantisme est un rituel de possession qui porte à la transe. Ce cheminement est guidé grâce à une thérapie musicale. Lorsqu'on découvre celui qui a été possédé par la tarentule, à terre, immobile, on le soumet alors à des tentatives. On administre au malade une première musique, puis une autre, jusqu'à ce que l'on trouve la bonne musique, celle qui fera réagir le patient. On continue donc à administrer cette musique pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que le patient se relève et passe de la phase au sol, de l'immobilité, à la phase debout, celle de la danse, du déchaînement de toutes les énergies qu'il retrouve. Et avec la transpiration, il expulse le poison de la tarentule. Nous dirons, puisqu'il s'agit de possession, qu'il expulse également l'esprit même de la tarentule qui le possède. Ensuite, voici un autre pas que l'on voit toujours dans les fêtes traditionnelles. C'est un pas sauté, un pas très amusant car c'est celui que font les enfants quand ils jouent. Il sert à se déplacer dans l'espace, le pas sauté. Ce qui relie tous ces différents pas, c'est le rythme rapide, constant. On ne s'arrête jamais tant qu'il y a de la musique. On maintient toujours un battement constant qui sert à soutenir la base de la danse incessante.
C'est une danse qui part de la joie. Elle part pour exorciser une douleur. Elle part parce qu'elle est nécessaire. Le rythme de la danse est un rythme ternaire. Disons que c'est donc un genre de rythme qui te porte à la transe. C'est l'étape suivante. Quand cette danse s'exécute pendant des heures et des heures, des jours et des jours, cela peut t'amener à perdre l'équilibre ou à le retrouver. C'est une danse curative. Elle sert à se sentir mieux, à améliorer son état. Elle sert à se réjouir et à vivre mieux. La tarentelle aujourd'hui est devenue une danse folklorique et populaire. Et on ne trouve plus de tarentules sous les pierres, mais sur les étals des marchés. Le rite du tarentisme a des origines très anciennes, très archaïques. On pense que ces origines remontent à la Grèce antique. C'étaient des fêtes que l'on avait l'habitude de célébrer à l'époque en l'honneur de Dionysos, de Bacchus. On fêtait, on buvait. Ces événements étaient de nature orgiaque. Afin de pouvoir continuer à les célébrer sans que l'Église ne les interdise, on a accusé cette petite araignée et sa morsure. À cause de cette araignée, l'Église ne pouvait rien dire donc. Et ces femmes, même si elles n'avaient pas vraiment été mordues, pouvaient danser, elles pouvaient se déshabiller. Et on peut dire que c'est ça, l'essence du véritable tarentisme. La danse a clairement cette fonction exutoire. Dans un contexte où l'Église contraint les corps, trouver une excuse pour danser peut être salvateur. Est-ce vraiment cela qui s'est passé dans la tête des danseurs de Strasbourg ? En 1517, eut lieu à Strasbourg la première dissection officielle. Le docteur von Prakenau y a longuement observé les entrailles d'un condamné à mort. Si une année plus tard, en 1518, on avait pu lire dans le cerveau des danseurs, qu'aurait-on découvert ? Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, nous avons une meilleure compréhension des troubles fonctionnels. Une dimension psychologique qui est importante dans beaucoup de cas où des symptômes fonctionnels apparaissent, c'est quelque part de libérer, alors on pourrait dire peut-être une certaine tension, une certaine anxiété, ou selon certains peut-être psychiatres d'échapper à des contraintes de la vie réelle. Avec différents buts, peut-être simplement le fait d'appeler à l'aide, qu'on s'occupe de soi, mais aussi simplement comme exutoire et quelque part vraiment fuite de la réalité ou retrouver un état en fait qui, pour différentes raisons, rassure le patient ou permet d'exprimer certaines émotions d'une manière qui ne peuvent pas être exprimées autrement. Lorsque les symptômes sont collectifs, on peut imaginer que l'épidémie répond peut-être à des anxiétés plus collective ou à une situation plus générale et vient quelque part donner un exutoire, peut-être pour un certain nombre de personnes, pour exprimer des choses qui sont peut-être pas exprimables autrement pour des raisons de société, de religion, économique. Cette gravure emblématique datant du XVIe siècle montre comment un médecin extrait les idées noires de l'esprit d'un patient.
À défaut de cette machine, les Strasbourgeois de 1518 auraient utilisé la danse comme moyen exutoire. Hieronymus Gebweiler, dans ses chroniques, écrivait « J'ai vu de mes propres yeux une femme danser 6 jours d'affilée. N'était-ce pas là une grande punition que cette maladie contagieuse que beaucoup ont contractée rien qu'en regardant d'autres danser ? Pour cet humaniste, témoin direct, la contagion était une réalité qu'on constate. » Pour la neuroscience, la contagion est une réalité qu'on étudie et qu'on peut comprendre. Comment utiliser les neurosciences pour comprendre cette histoire de contagion et d'implication du corps? La piste la plus prometteuse, il me semble, c'est celle des neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs ont été enregistrés pour la première fois de manière fortuite dans le cortex prémoteur du macaque, dans les années 90, et dans une tâche de préhension. Donc le macaque devait attraper un objet, et pendant la pause, l'expérimentateur qui avait une petite faim va attraper lui-même un des grains de raisin qui servait pendant l'expérience. Et le singe voit l'expérimentateur faire ce geste de préhension, et les mêmes neurones qui étaient enregistrés se mettent à décharger de la même manière. Donc envoyer des influx nerveux de la même manière. Donc ça veut dire que ces mêmes neurones s'occupent à la fois du codage de l'action du singe et à la fois du codage de autrui faisant la même action. Et ça a été une révolution dans les neurosciences parce que ça permet de comprendre ce que c'est que la théorie de l'esprit, c'est-à-dire comprendre les états mentaux d'autrui. Comment je sais ce que vous savez, comment je sais ce que vous ressentez, parce que je vais utiliser les mêmes neurones, ces neurones miroirs, que ceux que j'utiliserais si moi-même je faisais l'action ou si moi-même je ressentais ces mêmes émotions. L'expérience IRM, c'est une expérience dont le but c'est de montrer que quand on regarde quelqu'un qui exprime des émotions, on va activer dans son cerveau les mêmes régions cérébrales que celles qu'on aurait activées pour ressentir soi-même les mêmes émotions. Sabri, on va commencer les images. C'est parti, ça commence. Donc il faut simplement les regarder et regarder le point de fixation également. Donc si on voit quelqu'un qui exprime de la peur, on va activer l'amygdale, qui est la structure cérébrale qui est impliquée le plus souvent quand soi-même on ressent de la peur. Donc cette expérience permet de montrer que comprendre les sentiments d'autrui, les émotions d'autrui, passe par l'activation des structures cérébrales qu'on utilise nous-mêmes pour ressentir ces mêmes émotions. Ça fait peur et c'est fascinant cette histoire de contagion émotionnelle. Mais est-ce que ça explique tout pour nos danseurs fous ? À la lumière de ce que l'on sait maintenant en neurosciences sur la relation du corps, de l'esprit, des émotions, de la cognition et des émotions, on peut comprendre comment ce phénomène se propage de proche en proche, dans les minutes, à l'échelle de quelques minutes. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment ça a pu se prolonger pendant des jours et des semaines. Ça, pour moi, ça reste totalement mystérieux. Hieronymus Gebweiler finissait sa chronique en disant « Il faudrait se souvenir de ces événements pendant 1000 ans ». On se souvenait encore de cet événement au XIXe siècle. C'est à cette époque que l'illustrateur alsacien Charles Spindler reprend l'épisode de Corémanie de 1518 pour le remettre au goût du jour. Le XIXe siècle est un moment charnière dans la compréhension des épidémies de danse. Ce siècle, qui analyse l'hystérie grâce aux travaux de Charcot, voit naître aussi la psychologie sociale qui cherche à décortiquer les mouvements de foule. C'est peut-être la clé pour comprendre la contagion. La psychologie sociale naît à la fin du XIXe siècle autour d'une réflexion sur les comportements de foule révolutionnaires, d'émeutes, et on veut essayer de comprendre pourquoi l'individu qui paraît rationnel quand il est seul se met à agir comme une bête. Ce sont les termes à l'époque de certains grands psychologues sociaux ou psychologues des foules. Très rapidement, quand on a essayé de comprendre pourquoi les gens en groupe se mettent à faire n'importe quoi, à agir de manière extrême, de manière polarisée,
on a utilisé des métaphores du monde médical, en parlant d'épidémie, en parlant de contagion. L'idée était de comprendre la source de ces maux, la source de ce mal. L'individu seul agissant de manière parfaitement raisonnable et raisonnée, pourquoi, quand il était en groupe, il était malade, pourquoi il était contaminé. Donc l'élément déclencheur, cette première femme qui va se mettre à danser, va entraîner une forme d'imitation, certains disent une contagion, autour d'autres personnes qui vont se saisir de son comportement pour exprimer eux-mêmes qui une revendication particulière, qui une simple imitation de ce premier comportement, qui encore une envie subite de faire la même chose. L'étape suivante qui va avoir lieu tourne autour de l'interdiction de ce type de comportement. À partir du moment où on décide d'interdire quelque chose, le comportement, qui pouvait être jugé parfois anecdotique ou insignifiant, va prendre une nouvelle signification. Si une autorité, que l'on juge ou non légitime, décide d'interdire ce comportement, cela signifie donc que pour cette autorité-là, le comportement a une importance. Ça explique que dans beaucoup de domaines de la vie politique ou publique, l'interdiction est toujours l'étape ultime. Cette ville riche qu'était Strasbourg en 1518 a donc pris peur, au point d'interdire les danses et certains instruments. Peur que son ordre soit déstabilisé. Peur que ses corporations ne puissent plus prospérer. Le 19e siècle nous apprend encore d'autres choses sur ces épidémies de danse, car ce siècle commence à comprendre les épidémies. C'est à Londres, en 1854, que John Snow, en analysant des sources d'eau, comprend la propagation des épidémies de choléra. Ces travaux vont donner naissance à l'épidémiologie. C'est à Londres que Kélina Gottman étudie aussi les épidémies de danse et nous en donne sa vision très personnelle et iconoclaste. Dans ce type d'amphithéâtre avaient lieu au XIXe siècle les premières conférences qui évoquaient ces épisodes de manie dansante. C'est un épisode qui me semble se rattacher à tout un tas de cas où des pratiques pré-chrétiennes qui souvent se rapportaient à des questions de fêtes, à des questions de danse, les fêtes de Saint-Jean, les fêtes paroissiales, se butent à une institutionnalisation de la religion qui veut que les gens soient plus cadrés. Donc on peut voir ce qui est lu comme étant une maladie, comme étant une contestation. C'est un refus de se laisser gérer corporellement, socialement. D'une certaine façon, la chorémanie, c'est vraiment un mythe, dans la mesure où il n'y a jamais vraiment eu une épidémie de la danse. À chaque fois, on a des documents qui attestent de mouvements peut-être un petit peu irréguliers, mais pas maladifs. Si on revient sur l'épisode de Strasbourg, par exemple, ce qu'on voit en creusant les documents municipaux, c'est que c'est un père qui ne veut pas que son fils aille danser parce qu'il doit le surveiller, il ne peut pas parce qu'il est professeur, il est instituteur. L'autre, qui est le cas d'une femme qui veut aller danser, qui veut partir avec un musicien, c'est son mari qui n'est pas content et qui veut donc que la municipalité vienne la contraindre. Mais en fait, dans ces deux cas-là, ce sont des gens qui veulent aller danser et ce n'est pas du tout une maladie, ce n'est pas du tout une épidémie. C'est là où la métaphore ou l'image de l'épidémie, elle touche à un langage médical, mais tout en décrivant l'idée de beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose et l'idée que ça serait contagieux. Mais en fait, il n'y a aucun, ni socialement, ni médicalement, de véritable contagion. Il y a un enthousiasme. À mon avis, on peut absolument rapprocher une manie dansante, soi-disant, dans le Moyen-Âge, dans un village du Moyen-Âge, avec l'arrivée du rock'n'roll dans une petite ville américaine. Ces enthousiasmes-là sont décrits comme étant des espèces de... quasiment des pestes. Et c'est là où ce langage-là des épidémies et des pestes revient encore pour décrire ces mouvements culturels tout à fait normaux. Chaque siècle a offert sa propre lecture de ces phénomènes dansés. Rupture d'un ordre cosmique, intoxication alimentaire,
Contestation sociale, moyens exutoires, épidémie menaçante, voire phénomène de mode. Aujourd'hui, où pourrait-on trouver des épidémies de danse ? Elles ne se répandraient peut-être plus dans les rues des villes, mais iraient contaminer le net. Il est vrai que si dans 500 ans, des chercheurs se penchaient sur ces images, sans en connaître le contexte, ils ne pourraient qu'en conclure que ce début de XXIe siècle était devenu fou.